comment on peut l'observer en tant que question de recherche scientifique. Nous avons commencé beaucoup de programmes de recherche. Donc oui, je présente notre institution. Je sais que ma collègue professeure Monia, peut-être déjà elle en a dit quelques mots. Donc l'INSTM, l'Institut national des sciences et technologies de la mer, c'est une institution de recherche. Elle est fondée en 1924. Donc dans l'Afrique du Nord, on est les plus anciens. Et on a fêté l'année dernière 100 ans de recherche spécialement focalisée sur le milieu marin, sur toutes les problématiques océanographiques de la Méditerranée. Et nous avons un musée océanographique, si quelques-uns sont encore parmi nous les jours à venir, vous serez le bienvenu pour découvrir ce lieu historique de culture entre la période punique et l'ère actuelle. Donc il y a des mosaïques qui rapportent des espèces marines de la Méditerranée depuis la période punique. Donc c'est le musée océanographique connu sous le nom de Dar el-Hout. C'est la maison des poissons en français. Donc voilà, on revient un petit peu sur l'autre. Et c'est donc des laboratoires, c'est de la recherche, mais aussi des campagnes en mer avec le bateau océanographique Eno Hannibal et des barques côtières. Voilà. Oui, justement, depuis quelques moments, avec les projets, moi, ma collègue a parlé de sortir de notre zone de confort, de partir sur le terrain. Justement, on est le lien, l'Institut, c'est une interface entre la science et les décideurs pour la Tunisie. Donc, on répond à plusieurs questions, par exemple la mortalité des poissons, les phénomènes des eaux rouges, les changements climatiques, la pollution marine. À chaque fois qu'il y a une problématique côtière, donc on essaye de faire ce lien entre les scientifiques et ce que nous avons comme données, le restituer au profit des décideurs. Et donc ça, c'est une conférence que j'ai présentée dans la conférence des Nations Unies qui a eu lieu en 2022. Et c'est comment c'est important de toujours travailler sur cette interface science-décideur. Et c'est à travers le journalisme et les informations qui passent dans les médias que cette interface peut être beaucoup plus renforcée. Donc, voilà. Pourquoi on parle de plastique? Bon. En fait, le plastique, c'est une grande innovation du 19e siècle. C'est un matériel en lui-même, on ne le bannit pas, on l'utilise dans beaucoup de construction. On en a besoin parce que c'est pas cher, c'est très accessible et c'est facile maintenant à produire. Mais le problème, c'est le largage de ce matériel dans l'environnement. Je m'excuse, les slides sont en anglais, je parle en français. Donc, depuis quelques années, on a noté que jusqu'à 8 millions de tonnes de déchets arrivent dans les océans. Et c'est là, en 2018, que la sonnette d'alarme a été tirée par les Nations Unies et par... c'était, je crois, la découverte du 7e continent qui a un peu poussé cette sonnette d'alarme. C'est le continent de plastique qui a été retrouvé dans l'océan Pacifique. Et ça a donné beaucoup d'informations sur la grande circulation océanique des océans, comment ils ont pu accumuler tous ces déchets-là. Et donc, le plastique, en fait, il est le plus trouvé parmi tous les déchets qu'on retrouve dans les océans, sur les plages ou sur l'environnement côtier. Donc c'est une crise mondiale qui s'annonce avec tous les déchets dus aux activités humaines qui s'accumulent dans nos océans. Ça, c'est une source de déchets marins dans le large des côtes australiennes, donc par le Proceeding of the National Academy of Science. Ok. Donc, les Nations Unies ont défini tout ce qui est déchets marins par tout produit
qui n'est pas naturel, donc c'est un produit solide, transformé et largué dans la nature. Et là, c'est le grand gir pacifique où on a retrouvé donc, une grande quantité de plastique qu'on a nommé le 7e continent. Oui, on peut. Et là, on arrive à notre mer Méditerranée. En fait, le dernier rapport de MEDEC, peut-être l'IPCC, donc des changements climatiques, a recensé que la Méditerranée est une des mers hotspot pour les changements climatiques et pour la pollution marine. Il est 6e donc, en position. Et pourquoi la Méditerranée? Parce que en fait, on peut la considérer comme un piège. On revient à... Je sais pas pourquoi ça marche. Pardon, oui, on revient un peu, oui. Donc, c'est une mer semi-fermée. On est connecté à l'océan Atlantique par le détroit de Gibraltar, mais où il y a une grande activité humaine, beaucoup d'activités touristiques, une gestion qui, comme partout dans le monde, qui n'arrive pas à absorber toutes les quantités de déchets produites, et aussi l'apport des fleuves. Et donc ça fait que la mer Méditerranée est maintenant une des mers les plus polluées au monde. Et c'est important donc de combattre ce fléau qui est la pollution par le plastique. Je donne quelques chiffres qui datent de 2020 par le rapport de l'IUCN. Il va être bientôt, je crois, à travers aussi les rapports de MEDEC, les chiffres vont être actualisés sous peu. Donc il y a presque 229 000 tonnes de plastique, de déchets plastiques qui arrivent dans la mer chaque année. Dans 216 000 presque tonnes qui sont des macroplastiques et 131 000 ou 13 000 tonnes des microplastiques. Et on a presque 94% de déchets qui ne sont pas réabsorbés par le recyclage. Donc on a des grandes quantités de déchets qui arrivent dans l'océan et dans la mer. Donc je vais un peu montrer la position de la Tunisie. Donc on est le 6e pays en tant que production de déchets, mais on recycle aussi très très peu. Je crois qu'on est à 4% du recyclage du plastique et des déchets en général. Et on a une grande quantité de déchets. Je crois que, oui, voilà. Il y a 4% des déchets ménagers générés qui sont, je crois que 80% d'eux, c'est des plastiques. Encore? Oui. Et donc, ma collègue Monia a aussi parlé de la toxicité des microplastiques. Pourquoi maintenant c'est devenu vraiment une alerte de santé et une alerte générale à la santé humaine? Parce que les microplastiques sont beaucoup plus dangereux que tout ce qu'on voit peut-être comme macrodéchets, qu'on pourrait peut-être trouver des solutions pour les ramasser et tout. Les microplastiques, on ne les voit pas. Et donc, et la quantité, elle est estimée en Méditerranée à 4 fois plus grande que celui de tout le continent, de tout ce 7e continent, par le dernier rapport de WWF. Donc en plus, c'est à cause de leur petite taille qui peut aller jusqu'aux quelques microns, et ils sont ingérés et ils sont partout, donc à tous les niveaux de la chaîne trophique, donc du plancton aux poissons et aux plus grands poissons comme les tortues marines ou même les baleines. Et donc ça c'est très grave.
Et on les trouve partout, bon, partout, même dans l'air, dans tous les habitats. Et, toutes les espèces maintenant, presque, depuis les plus petites jusqu'aux plus grandes, elles peuvent ingérer des microplastiques. Et c'est ça qui, de point de vue écotoxicologique, est un problème pour la santé humaine, parce que d'après un rapport aussi, je ne veux pas toujours le dire, mais ils ont estimé par un calcul, qui n'est pas scientifique, mais c'est un calcul qui, on peut la trouver, l'information, ils ont estimé que l'être humain, avec toute sa consommation, il peut consommer jusqu'à 5 grammes, comme une carte de crédit, de plastique, chaque mois. Et donc, on l'a retrouvé dans le sang, dans le cerveau aussi. Ouais, partout. Même la maman, elle peut aussi passer des microplastiques pour son bébé, et ça c'est grave. Par le placenta. Ouais, par le placenta. Le premier projet que l'INSTM, en tant que Centre national de recherche sur les sciences marines, elle s'y est mise avec plusieurs projets. Il y en a Indicite 1 et 2 avec mes collègues du laboratoire biodiversité marine qui a commencé avant ce projet-là, Klein, et ils ont travaillé beaucoup sur l'indice écologique et sur l'indice 24 de l'IMAP du plan méditerranéen selon la Convention de Barcelone, qui est l'ingestion des déchets et surtout du plastique par les tortues marines. C'est un des indicateurs que beaucoup de chercheurs sont en train de travailler autour de la Méditerranée. Moi, mon aventure avec le plastique a commencé à travers un projet européen, H2020, où on avait travaillé sur une nouvelle technologie que nous avons installée sur une ferry box, que nous sommes en train de travailler dessus depuis quelques années. Et cette ferry box, elle mesure la température, la salinité, tout paramètre biologique ou physique. Et nous avons ajouté à ça les mesures des microplastiques. Donc on filtre, on pompe des quantités d'eau de surface pour mesurer la présence de ces microplastiques, mais vraiment de taille du micron, donc de 60 à 300 microns. Et donc ça, c'était une innovation parce que jusque-là, on n'avait pas des données scientifiques rigoureuses sur la quantité des microplastiques qui existent dans la Méditerranée. Et comme la Ferrybox, nous, la Tunisie, c'est la deuxième en Méditerranée, il y a une en Grèce, elle traverse quand même une grande partie de la Méditerranée, de la Goélette jusqu'à Marseille, aussi de la Goélette jusqu'à Gênes. Donc, le slide. Et nous aussi, en tant que chercheurs à l'INSTM, nous avons profité de ce projet pour commencer les premières campagnes de mesure de microplastiques sur les côtes tunisiennes. Et ça a été fait au golfe de Gabès. Vous connaissez tous le golfe de Gabès. Il y a une crise économique très importante, une crise économique écologique très importante dans le golfe de Gabès à cause de beaucoup de sources de pollution qui s'accumulent. Donc on a fait 2 campagnes, et il y en a un papier qui est apparu dans Frontiers, et on a étudié, on a mesuré dans l'eau de mer et dans les espèces commerciales. Et comme par hasard, c'est une des questions qu'on est en train de travailler là-dessus. On a trouvé des grandes quantités de plastique dans les eaux de surface, alors qu'on n'en a pas trouvé dans le poisson. On a trouvé le plus, c'était dans les sardines, mais vraiment 6% des individus, on a échantillonné jusqu'à 30 individus par espèce et plus que 100 espèces. Et on a trouvé vraiment par rapport à ce que les chercheurs dans le nord de la Méditerranée, par exemple en Italie ou en Espagne, où on trouve des grandes quantités de microplastiques dans les poissons, et nous,
Donc c'était pas un rapport directement lié à la présence de la pollution en mer. Donc c'est une des questions qui laisse encore à creuser, encore. Donc voilà. Après, ça a enchaîné avec beaucoup de projets, plusieurs projets. Common encore, qui a commencé en 2019 et qui a pris fin en 2023, où on a travaillé sur justement la sensibilisation et sur la possibilité de minimiser cette pollution dans les ports et surtout les ports de plaisance. Oui, on peut encore. Donc là, c'est quelques articles que vous pouvez consulter encore. Tu pourras nous faire suivre tous ces documents après, hein, je les mettrai en ligne. Oui, vous avez la présentation et je peux vous envoyer tous les... Oui, si tu as d'autres documents aussi, le rapport du MEDEC et tout ça. Oui, je vous l'envoie. Tu m'envoies tout. On va collecter les présentations. Et, tous les rapports. Les annexes, les documents supplémentaires. Des campagnes. On a fait plusieurs, donc il y a eu des campagnes en mer, comme des beach monitoring scientifiques sur plusieurs plages, à Monastir aussi. J'ai une question, moi. Oui. Est-ce que vous acceptez des journalistes dans vos campagnes? Ça n'a jamais été proposé, mais oui, pourquoi pas, on peut. Ça serait bien d'en faire venir oui. 2 ou 3. En fait, dans le cadre de ce projet-là, spécialement, c'est vrai, il y a ça, je présente un travail scientifique, mais on a travaillé, donc vous pouvez vous avancer encore, on a travaillé beaucoup avec les journalistes en Tunisie. On a construit une base de fidélité et on a déjà beaucoup parlé sur ça avec beaucoup de chercheurs. À chaque résultat, j'envoie par écrit, nous avons toute une liste de chercheurs de journalistes qui se sont intéressés à nos travaux, et à chaque événement, à chaque workshop, à chaque occasion de présenter, on les invite. Donc on pourrait peut-être, Julien, partager cette liste et je pourrais l'ajouter. Mais la présence d'un journaliste à Borges, ça n'a jamais été proposé, donc c'est une bonne idée. Encore. Donc là, c'est un peu scientifique, on peut aller. Oui, là, c'était le travail avec les communautés locales, avec tout ce qui est public, grand public, les écoles, les ONG, les pêcheurs, toutes les parties prenantes. Oui. On a construit un réseau très important en Méditerranée, donc entre l'Italie, la Tunisie et le Liban, où il y a plus de 30 centres de sauvetage de tortues marines. Nous avons un à Monastir qui appartient à l'INSTM. On a travaillé avec les opérateurs touristiques, les hôtels, mais pas en tant que producteur de la pollution, au contraire, en tant que partenaire qui peut diffuser l'information. On a publié beaucoup cette charte, donc de laisser la plage propre à tous les hôtels avec lesquels on a travaillé, avec un quiz avant et après la saison estivale, et comment ça a été ressenti. Après, nous aussi on a un quiz. Avec beaucoup de brochures, de posters pour les enfants dans le musée, à toute manifestation, pour leur montrer combien ça reste un bouchon de plastique, une bouteille, même une paille en plastique qui peut rester jusqu'à 200 ans dans l'océan sans dégradation. Donc aussi avec les enfants dans les hôtels, ça le beach, on a appelé Beach Clean, la campagne Beach Clean. Voilà. Et on a une plateforme sur toute la Méditerranée. Toute action de nettoyage, elle peut être rapportée sur cette plateforme, même si elle est faite par une ONG. Et donc on localise tous les points où il y a eu une action de nettoyage ou un beach monitoring, donc vraiment un monitoring scientifique. Voilà. Après, maintenant on est dans
le contexte africain. Et je suis très contente que je suis avec des journalistes africains parce qu'il y a une grande initiative au niveau de l'Afrique qui est soutenue par l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le plastique. Ça s'appelle Nutec Plastique. Et nous, en tant que Tunisiens, Algériens, Marocains, même de Ghana, de partout de l'Afrique, on est en train de travailler. Il faut me mettre en contact. Hein. D'accord. Donc, on a commencé par travailler sur l'harmonisation des protocoles pour qu'on puisse comparer nos données, pour qu'on puisse travailler ensemble et pour rapporter le SDG 14. Parce qu'on a un problème à rapporter la pollution par les microplastiques au niveau de tous les pays du sud de la Méditerranée, aussi de l'Afrique. On a des intervenants demain de la CNUSED sur les négociations plastiques et les alternatives au plastique aussi. Très bien. Et donc ce projet-là va aider les pays africains à faire le même monitoring et à rapporter le SDG 14 dans les années futures. C'est l'objectif durable 14 et le 14.1.b, c'est relatif à la pollution par le plastique. Voilà. Et donc, nous, en Tunisie, on a organisé une formation régionale pionnière pour 14 pays africains. Il y a eu 32 participants, 14 et le 15e, c'était la Tunisie. Et donc, c'était en juin dernier, 2024. Et là, donc, on est sur beaucoup d'autres projets ensemble, ça va continuer. Donc là, c'était la formation, je partage un peu les photos. On a fait des campagnes de Filimenta, il y a eu des experts qui ont travaillé pour leur montrer tout le protocole. Et après, bon, là, un beach monitoring scientifique pour le microplastique, c'est pas pour les macro-déchets, c'était à Sidi Bou Saïd après. Et il y a aussi tout un travail qui se fait sur la caractérisation chimique par des technologies nucléaires, donc comme le tir par ATR. Donc voilà. Et j'annonce la nouvelle qu'on va peut-être travailler ensemble dans les années à venir, que nous avons maintenant 2 grands projets autour de la Méditerranée. Oui. Ah, continue. Oui. Le MEDJICA. Oui, attends. Il y a un avant ça. Le MEDPROAC, Mediterranean Pilot Action for Climate Change Adaptation, et vous pouvez consulter le site d'InterregMed. C'est des projets autour de la Méditerranée, donc qui commencent cette année jusqu'à 2028. On aura beaucoup d'événements à partager avec vous sûrement. Le MEDPROAC et le MEDJICA, le Mediterranean Joint Initiative for Climate Adaptation and Risk Prevention. Et comme je suis océanographe et je travaille sur les données de température et de salinité dans la Méditerranée depuis plus de 20 ans, le MEDJICARP va consolider cette base de données, le système d'observation côtier pour pouvoir justement répondre au changement climatique dans les années prochaines. Donc le combat continue et merci pour votre attention et pour vos questions. Yakin, connecte-toi s'il te plaît. Le MEDPROACT et le MEDJICARP. Oui. C'est des projets de l'INSTM ou bien oui. des projets... L'INSTM est partenaire et je les coordonne. Donc c'est des projets sur la Méditerranée. Sur toute la Méditerranée. On a l'Égypte, la Turquie maintenant, l'Italie, la Grèce. Et donc c'est le nord et le sud. Et le lien continue. C'est le moment d'intégrer l'Algérie, le Maroc. Et l'Algérie, j'espère. L'Algérie fait partie maintenant, mais on pourra peut-être les associer dans les ateliers, les inviter.